je suis Caro Caro. Bienvenue sur le podcast Aux filles du yoga, podcast consacré au yoga, sa philosophie et son histoire. Bonjour et bienvenue sur le podcast Aux filles du yoga. C'est Caro Caro qui vous parle. J'ai récemment donné un cours de yoga à un tout petit nombre d'élèves, ce qui permet de discuter avec ces élèves de ce qu'est le yoga, de ce qu'est la philosophie du yoga et de comment nous positionnons par rapport au yoga. Et j'ai été effarée, mais vraiment, d'apprendre qu'un professeur de yoga avait dit à une de mes élèves qu'elle ne pouvait pas faire de yoga parce qu'elle n'était pas souple. Et j'allais dire bing. Pourquoi ? Parce que bien au contraire, le yoga s'adresse d'abord aux personnes qui ne sont pas souples. Physiquement pas souples. Prenons cette notion de souplesse. La souplesse, c'est ce qui permet en fait, c'est d'abord l'opposé de ce qui est rigide, dur, tendu. On peut le comprendre au niveau physique, et souple toute personne qui est en mesure de se plier en deux. Souvent d'ailleurs on pense que est souple la personne qui peut toucher du bout des doigts le sol en se penchant en avant. Et souple une personne qui est capable de faire des acrobaties avec son corps, de le contorsionner. Et donc souple une personne qui est mince. Ça a son importance, cette dernière assertion, parce que souvent, vous verrez une espèce de discrimination qui s'opérera à partir du moment où vous avez des personnes qui sont en surpoids. Le surpoids étant la notion commune que vous le trouvez sur Internet, c'est-à-dire à partir du moment où votre indice de masse graisseuse corporelle, votre IMC, dépasse la norme qui doit être à peu près de 21-22, définie par le collège des médecins. Donc ce n'est pas forcément des personnes obèses. Je suis en surpoids, par exemple. Et puis souplesse, cela s'adresse également à la souplesse des idées. Et souple, la personne qui est en capacité de changer d'idée, d'accepter la parole de l'autre. Alors c'est marrant parce que souvent, ou ce n'est pas d'ailleurs marrant, parce que souvent le mot souplesse, on ne l'applique qu'à la partie physique, et d'autant plus quand il s'agit du yoga. Je me suis très souvent exprimée à ce sujet. Je pense que c'est un de mes sujets préférés avec la dénonciation de ce qu'est le yoga commercial et l'acception, le sens du mot yoga dans nos contrées occidentales modernes. Mais je pense qu'il faut y revenir et voir les choses sous de nouveaux angles. Le yoga ne s'adresse pas uniquement qu'à des personnes physiquement souples, bien au contraire. La partie physique du yoga, ce qu'on appelle les postures, les asanas, quelle est leur fonction ? Les asanas sont destinés, c'est vrai, à apporter de la souplesse dans le corps, mais aussi à saturer le corps, à l'aider à faire sortir tous les points de tension, tous ces endroits où vous allez venir vous focaliser. Pourquoi ? C'est une préparation. C'est une préparation pour aller bien au-delà, pour pouvoir rentrer, ce qu'on appelle rentrer en soi,
après d'autres étapes, la saturation du niveau respiratoire, le retrait des sens, l'absence de stimuli vers l'extérieur pour rentrer dans cet état méditatif qui va permettre, selon les définitions habituelles du yoga, l'union du corps et de l'esprit, la cessation des fragmentations du mental, voire l'union en fait. Alors l'union, pas dans le sens je suis une partie d'eux, mais je suis, moi en tout petit, ce qui existe dans l'ordre cosmique. L'absence de dualité. Et alors c'est marrant parce que justement, dualité. Quand on oppose à une personne qu'elle n'est pas souple, on rentre dans la dualité. Donc on manque justement de suffisamment de clairvoyance pour voir que cette dualité matérielle de type grossier, dans le sens où le grossier c'est le corps physique, en fait n'a aucune importance. Le yoga s'adresse à tout le monde, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, avec des physiques complètement différents. Des tout maigres, des personnes, on va dire, qui ont un corps dans les justes proportions, au niveau médical, s'entend, les personnes en surpoids, les personnes qui sont obèses. Le yoga s'adresse à tous parce que le yoga ne s'adresse pas uniquement qu'à la partie physique. Or, si vous regardez ce qu'il se fait actuellement de façon la plus commune, et ce n'est pas un reproche, puisque je le fais aussi, j'allais dire. C'est pas parce que je le fais aussi que c'est pas un reproche. C'est parce qu'on est tous comme ça. Les professeurs de yoga proposent essentiellement, je ne dis pas quasi exclusivement parce que là ça serait faux, mais essentiellement des cours de pratique physique. Là où ça devient compliqué, c'est quand on a en tant que professeur un panel complètement différent d'élèves. Je ne vous dis pas que c'est facile d'avoir des élèves qui sont jeunes, des élèves qui sont moins jeunes, des élèves qui sont sportifs, des élèves qui ne sont pas sportifs, des élèves qui sont minces et des élèves qui vont avoir plus de difficultés à se mouvoir dans leur corps. Non, ce n'est pas facile parce que vous essayez d'atteindre une certaine homogénéité dans ce que vous proposez. D'ailleurs, une des difficultés, c'est que le professeur, très souvent, écrit son cours avant de le proposer. Et notamment quand on est jeune professeur. Mais c'est vrai aussi pour d'autres personnes. Et c'est très difficile de s'adapter à l'instant T quand vous avez préparé quelque chose. Mais parce qu'on sort de sa zone de confort aussi. C'est-à-dire que dans un cours de yoga, le professeur vous invite à sortir de votre zone de confort physique, mais lui aussi doit être en capacité de sortir de sa zone de confort. Et là, on n'est plus dans de la souplesse physique. Quand je dis cela, nous sommes dans la souplesse psychologique, voire même émotionnelle. De se dire, de lâcher complètement prise pour un professeur, aïe, ça va être compliqué. Comment je peux faire ? Comment je peux faire pour plaire à tout le monde ? Et là, on touche à un autre paradigme. C'est le syndrome de l'imposteur pour certains, parce qu'on ne se sent pas légitime à donner un cours de yoga.
on se dit, ah, mon professeur à moi, qu'est-ce qu'il aurait pu faire et tout, j'arrive pas à me souvenir. Et puis aussi, parce que c'est difficile de sortir de cette idée de je voudrais plaire à tout le monde et il faut que cela satisfasse les attentes de tout le monde. Donc, avec cette idée de souplesse, on touche beaucoup de choses. D'abord, la souplesse physique. La souplesse n'est pas exclusivement due à un corps qui est gros ou qui est mince. La souplesse, elle vient en partie d'une conformité physique que l'on a à la naissance. Elle vient aussi de notre éducation alimentaire. Elle vient aussi du fait que nous buvons beaucoup. Elle vient du fait que tout cela sommes est lié plus ou moins sédentaires au collagène et à l'élastine qui se trouvent dans notre corps. De l'état de nos articulations. Qu'est-ce que le collagène d'abord ? Ce n'est pas une question de souplesse, par exemple, pour le une collagène personne qui est une protéine qui est en surpoids. Pourquoi ? Qu'on appelle une protéine structurale. Qui a pour fonction de conférer au tissu une résistance mécanique à l'étirement. L'élastine est ce qu'on appelle une protéine fibreuse. Elle possède des propriétés élastiques qui expliquent que la peau reprend sa forme initiale après un pincement ou un étirement. L'élastine, avec l'âge, va diminuer et se trouve remplacée par le collagène, qui lui ne s'étend pas. Alors vous allez me dire, eh bien d'abord, quand on est jeune, on est plus souple que quand on est vieux, puisque quand on est jeune, on a plus d'élastine que de collagène. Première chose. Avec le temps, notre corps devient donc de plus en plus rempli de collagène, donc il devient de plus en plus fort, mais il devient de moins en moins souple. Et puis, la répartition entre collagène et élastine est déterminée par les lois génétiques. Et il y a une façon de renverser un tout petit peu cette proportion. C'est laquelle ? C'est d'augmenter la chaleur. On a deux façons d'augmenter la chaleur. On augmente la chaleur intérieure. Pour cela, les personnes qui ont beaucoup de collagène vont avoir besoin d'un long moment de préparation, d'échauffement. C'est pourquoi, par exemple, en Forest Yoga, nous avons une longue préparation avant d'arriver, je dirais, à la partie où on commence à faire plusieurs asanas complètement différentes. La façon dont on a écrit la séquence, qui est invariable dans le temps, dans ce qu'elle a à son début, à son milieu, à la fin, elle est destinée à cela. Permettre aux personnes qui ont beaucoup de collagène dans leur corps de monter la température du corps afin de venir lubrifier les points d'articulation avec la synovie par exemple, ce qui va permettre à ces mêmes articulations et aux fibres musculaires de s'étirer avec le temps. C'est pourquoi aussi vous trouvez des cours de yoga où on utilise la chaleur. Le Bikram yoga, le hot yoga est à cet égard exemplaire. Pourquoi, à votre avis, beaucoup de gens vont faire du Bikram yoga, qui est une succession de postures qui sont tout le temps les mêmes et où vous voyez les gens se plier très facilement? Eh bien parce que justement la présence de la très forte chaleur permet tout de suite au collagène de, se liquéfier.
en fait, va permettre au collagène d'être moins impactant sur l'ouverture des articulations. Parce que les tissus connectifs vont, eux, changer de comportement. En forest yoga, ce qu'on fait difficilement, en fait, parce que il faudrait chauffer beaucoup les salles, mais normalement, on pratique le forest yoga à plus de 26 degrés. Par exemple, j'habite à Marseille. Donc pour moi, l'été est magnifique parce que mon corps est beaucoup plus souple, je le sens tout de suite. Je ne fais pas les mêmes asanas en hiver et en été parce que j'ai beaucoup de collagène dans mon corps et que j'ai besoin d'un long échauffement pour pouvoir faire certaines postures. Ce qui signifie quoi ? Ce qui signifie que les hommes, par exemple, ont beaucoup de collagène. Ils sont moins souples que nous, les femmes. Et pas uniquement qu'au niveau des hanches, où nous avons aussi une ouverture de bassin. Mais les hommes sont ont beaucoup plus de collagène que d'élastine. C'est physiologique, hein. Les femmes ont plus d'élastine que de collagène. Pourquoi ? Parce que notre corps est fait pour créer des petits êtres et les expulser de notre corps, accoucher. Si nous n'avions pas d'élastine, notre bassin, les articulations du bassin ne pourraient pas s'ouvrir de telle façon à ce que nous puissions accoucher par voie basse. Donc ça, c'est la première chose. C'est une explication physiologique. Et c'est pour ça aussi, chers professeurs, que quand vous avez des étudiants, des élèves qui sont très souples et d'autres moins, posez-vous aussi la question, mais est-ce que mon élève ici n'est-il pas de type collagène et n'aurait-il pas besoin d'un peu plus d'échauffement, d'un peu plus de chaleur pour pouvoir réaliser la même posture que celui qui est à côté ? Cette réflexion de type purement biomécanique doit d'abord nous rappeler à un plus humble comportement quand on donne un cours. Il faut savoir donc que certaines personnes n'auront pas typiquement la possibilité de se plier en deux tout de suite. Deuxième problème. La souplesse est érigée au pinacle à cause beaucoup des réseaux sociaux et de l'impact de l'image. Et bien souvent, c'est parce qu'on est raide, qu'on a envie toutes ces personnes qui se plient en deux et qu'on force son corps. Donc forcer ne servira à rien. Comme toutes ces personnes qui font des va-et-vient là quand elles se plient en deux pour soi-disant assouplir, allonger le muscle. Vous savez on se relève 1, 2, 1, 2. Bon, alors, plusieurs choses par rapport à ça aussi. La souplesse. La souplesse ne se construit pas par des répétitions en millisecondes d'un mouvement, je me penche, je me relève, je me penche. Vous savez, ces à-coups. C'est le meilleur moyen de casser une fibre. Que ça soit bien dit une bonne fois pour toutes. C'est extrêmement important de se plier en deux et de laisser à la fois la gravité et le temps au corps de se détendre. Accompagné, deuxième condition nécessaire, de la respiration. Et d'une respiration qui se fait de plus en plus profonde. Accompagné également d'une contraction. Et là, on refait venir de l'anatomie. Si je veux me plier en deux, donc quand je suis en flexion en avant, d'abord je relâche la tête. Et je vais chercher en fait à allonger l'arrière du corps.
D'accord? Pour allonger l'arrière du corps, on fait appel à ce qu'on appelle la contraction inverse. Si je contracte l'avant du corps, je détends l'arrière du corps. Ce qui signifie que une des autres possibilités pour accroître cette flexion vers l'avant, ça va être de contracter les cuisses, les abdominaux pour détendre le dos et les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses. Mais pas tout le temps, non plus. Il faut une juste proportion. Et puis il faut du temps, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne va pas s'acquérir en un claquement de doigts au cours d'un seul cours de yoga. Et puis, cela suppose aussi que vous n'avez pas d'autres problèmes, des problèmes d'ordre cette fois-ci de santé, par exemple une hernie discale, un mal de dos, un lumbago, une sciatique, une protrusion discale. Alors bon, la sciatique est souvent due à une protrusion, voire une hernie discale, mais disons que vous ne savez pas ce que vous avez dans le dos, donc vous avez des douleurs sciatiques, des douleurs dans le bas du dos, etc., etc. À ce moment-là, il faut aussi respecter son corps, deuxième chose très importante, et donc de ne pas vouloir systématiquement se pencher vers l'avant. Ce qui est totalement contre-indiqué quand vous souffrez de maux de dos à certains endroits de votre dos. C'est-à-dire que vous devez d'abord aller voir un médecin, voir un kinésithérapeute pour discuter avec lui des mouvements qui vous sont autorisés, qui vont vous faire du bien, et ceux qui ne le sont pas. Communément dans l'idée, c'est j'ai mal au dos, je dois pouvoir me pencher vers l'avant, ça va étirer ma colonne vertébrale. Ce qui n'est pas tout à fait faux, mais ce qui n'est pas vrai non plus. Ce qui n'est pas vrai parce que bien souvent, on se plie au niveau des premières lombaires, donc celles qui sont juste au-dessus du bassin, après le sacrum. C'est là où se fait la pliure. Donc en fait, on accentue le mal de dos plus qu'on ne se fait du bien. Donc, apprendre aussi à connaître la santé de son propre dos. Bien entendu, votre professeur de yoga, lui, n'est pas forcément au courant de ce que vous avez. Ça passe aussi par une discussion donc entre prof et élève. Très souvent, je ne le fais pas systématiquement, je devrais. Mais je demande à mes élèves et aux personnes que je ne connais pas si elles ont des problèmes mécaniques. Souvent, on me dit non, et puis au cours du cours, je vois que l'élève a certaines difficultés, et je lui demande, mais t'as mal au dos, tout ça? Oui, j'ai une hernie discale. Bon, c'est intéressant aussi de comment ça se passe dans nos esprits quand on a mal quelque part, c'est qu'on a tendance à vouloir effacer cette douleur, donc dire c'est rien, ou je gère, ce qui n'est pas faux. Je suis exactement dans ce cas-là avec mon dos. C'est humain. Mais quand on a la possibilité de connaître ce type de pathologie, c'est une pathologie qui peut donner lieu à un mal chronique, le professeur peut adapter. Donc ma réponse à l'absence de souplesse à l'instant T d'un corps, c'est augmenter la chaleur soit par chaleur extérieure, donc la température de la salle, chaleur interne par de grands et longs mouvements préparatoires, des salutations qui ne vont pas trop vers des extensions de hanches au départ, puisque les articulations ne sont pas chaudes. C'est malheureusement ce que je vois dans beaucoup de salutations au soleil faites par d'autres professeurs ou bien mes propres élèves. Et par l'adaptation, l'utilisation d'accessoires. Typiquement, outre quand j'ai mal au dos, je propose à mes élèves, dans la flexion avant de la salutation au soleil, de plier les genoux et de poser le ventre sur les genoux, voire de poser les mains sur des briques en hauteur. Alors là, on rentre dans ce que je préfère, c'est d'énoncer
le problème de l'image, c'est que ça nous renvoie aussi à notre propre image. Donc quand on voit des gens se plier en deux, faire des jolies postures dans des jolis leggings, c'est très beau. Mais ce sont des gens qui sont généralement jeunes, qui passent leur temps à faire de la posture et des longs échauffements. C'est une photo à l'instant T. Souvent, ce sont des personnes qui sont en bonne santé. Souvent, ce sont des gens qui ont fait de la danse très jeune ou de la gymnastique. Et c'est très important. Parce que quand on a été jeune danseur ou jeune acrobate, le corps de l'autre personne, lui, il n'a pas connu ça. Donc, il ne peut pas le faire. Donc là, on se trouve non plus par rapport au regard de la souplesse physique, on est dans en fait la rigidité mentale. Et cette fois-ci, c'est celle de la souplesse, non pas de l'élève, mais du professeur. Je vous disais tout à l'heure que c'était difficile pour un professeur d'improviser un cours quand on a une grande diversité de corps et d'individus face à soi. Parce que on veut faire plaisir à tout le monde, parce que c'est difficile de sortir de sa zone de confort, parce qu'on veut que ses élèves reviennent la fois d'après, et parfois par facilité, et c'est ce qui m'a été rapporté, on dit à une personne « Ah, tu ne peux pas faire de yoga ». Parce que tu n'es pas souple. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est le professeur qui n'est pas souple. Compte tenu de ce que je viens de dire par rapport à tout ce qui était souplesse physique, vous avez compris que il suffit de temps. Il faut du temps. Il faut adapter. Par rapport à la souplesse physique, le yoga doit vous inviter à la souplesse physique, en fait. Mais le yoga ne doit pas vous transformer en bisounours. Ce qui veut dire quoi ? L'ouverture que nous propose cette fois-ci la philosophie du yoga pour distinguer cet aspect de la partie purement physique, celle qui vous est proposée en studio ou en cours. La philosophie du yoga vous invite en fait à de la souplesse. De la souplesse parce qu'il va d'abord, c'est une quête. Une quête, une quête qu'on va pouvoir définir avec différents mots en fonction de ce que vous recherchez ou pas. Une quête purement philosophique, une interrogation par rapport à qui suis-je. Une quête spirituelle, c'est-à-dire la rencontre avec votre esprit, votre âme. Et puis une quête peut-être religieuse, c'est-à-dire au sens de sacré, qu'est-ce qui crée l'émerveillement entre vous. Le terme religion ayant pris un aspect dogmatique avec les religions telles qu'elles existent actuellement. Mais le sentiment du religieux, lui, est complètement différent. Vous vous reliez à quelque chose de sacré. Donc on se retrouve par rapport à une typologie différente dans ce qu'on fait avec le yoga. Bien souvent, quand on commence le yoga, on cherche d'abord le bien-être physique. Je suis entièrement d'accord. Faire du bien à son corps, parce que nos corps sont étriqués avec la vie que nous faisons. Nous sommes des sédentaires, tout le temps assis, nous marchons pas beaucoup, nous mangeons pas très bien, et c'est pas qu'une question d'être végétarien, vegan, etc. Parce que bon, c'est un autre débat. Et parce que nous ne buvons pas beaucoup, parce que nous faisons tout le temps les mêmes mouvements. Donc fonctionnellement, nous encadrons les mouvements de notre corps. Nous n'aidons pas notre corps à s'ouvrir à d'autres mouvements. Et puis parce qu'on a une éducation. On est né dans un certain milieu. On est allé à l'école, on a appris un programme qui est, lui, établi par l'État. Et parce que la société étant la société, petit à petit, nos comportements se retrouvent à l'unisson quand même de ce qui se passe dans une majorité.
Donc actuellement, et vous le savez, j'en ai souvent parlé, on est dans une ère néolibérale, socialement parlant, où il y a une espèce de repli sur soi de chaque individu. Les gens ne se parlent plus, les gens s'évitent, les gens télétravaillent et essayent de travailler chez eux de plus en plus longtemps, comme si on évitait le contact avec les autres. Je précise que je fais du télétravail, que je trouve ça très agréable de ne pas avoir à se taper 1h30 de transport en commun tous les jours, voire un peu plus. Donc c'est une réponse aux difficultés du travail qui est très intéressante. Mais je vous invite juste à réfléchir par rapport à ça. Comme j'ai trouvé très étonnant le fait que dans le studio où moi j'ai été élève avant d'y donner des cours, avant on était à peu près 19 personnes et c'est vrai les tapis étaient proches les uns des autres. Et là maintenant les gens ne veulent plus dépasser le chiffre de 14, donc 5 personnes en moins. Ah oui c'est vrai les tapis sont éloignés les uns des autres. On y trouve un peu plus d'espace, mais il y a cette promiscuité qui peut être dérangeante. Mais cette promiscuité, elle invite aussi justement à introduire de la souplesse, de l'acceptation de l'autre, dans ce qu'il est, dans ce qu'on voit, parce qu'on a peut-être face à nous un corps qui transpire, qui a des difficultés. Ça permet d'accepter. Nos corps ressentent l'énergie des autres. Donc la souplesse, elle est aussi dans le mental. Parce que au fur et à mesure que votre mental va s'assouplir, accepter, l'acceptation est extrêmement importante en yoga. Cela va vous permettre de vous détacher. Le mot détachement, alors notamment en France, puisque c'est quand même le pays que je connais le mieux, le mien, le mot détachement a une connotation négative dès qu'on parle de se détacher. Parce que tout de suite, on vient sur le plan émotionnel. Je dois me détacher de l'amour que j'ai pour mes enfants et pour mon mari. C'est pas ce que nous dit la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita nous invite à nous détacher des fruits de l'action. C'est-à-dire que la Bhagavad Gita nous invite à nous détacher des résultats de notre action. Il s'agit de faire. Alors, c'est vrai que dans la Bhagavad Gita, on parle d'une grande guerre, donc de tuer d'autres personnes. L'exemple est peut-être extrême, mais on va en retenir juste la leçon. Pour un professeur de yoga, la Bhagavad Gita nous invite à nous détacher des fruits que nous pourrions attendre, des retours attendus sur le cours qu'on vient de donner. C'est-à-dire qu'on est là juste pour transmettre. On n'est pas là pour recevoir des compliments. Et c'est dur, parce que tout être humain veut être complimenté. C'est important dans la construction de soi, de l'estime de soi. Or, s'il y a bien une chose qu'on entend beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est sois la meilleure version de toi-même, augmente ton estime de soi. Donc c'est très compliqué. D'un côté, on vous dit qu'il faut augmenter son estime de soi en faisant du yoga, et de l'autre côté, on vous dit qu'il faut vous détacher des fruits de l'action. Donc, de ce que vous pensez être l'estime de vous, de vous-même. C'est-à-dire d'être uniquement en cohérence avec soi, avec ce qu'on transmet. Et c'est ça qui est très compliqué. Et c'est là qu'il faut beaucoup de souplesse. Accepter qu'en fait, je suis professeur, j'ai été formée pour ça, une formation qui est plus ou moins bonne, ça va dépendre des formations, du contenu de ces formations et puis après de ce que vous en faites. On ne se forme pas uniquement 200 heures, là, comme c'est annoncé partout alors là, pour le coup, sur Internet, et puis évidemment par les professeurs, bien sûr. Enfin, bien sûr, le diplôme n'est pas obligatoire, il n'y a pas de diplôme d'ailleurs. Mais
on va dire, une espèce de gage, une garantie pour les élèves. Ah, il a fait 200 heures, donc il doit savoir un peu de quoi il parle. Alors, j'allais vous dire, pas complètement. D'ailleurs, petit aparté, ces logos, 200 heures, 300 heures, ce n'est qu'un logo, d'accord? Parce que vous ne savez pas ce qui a été, ce que vos professeurs ont appris. Ils ont travaillé, je n'en doute absolument pas, j'en fais partie. Ils ont travaillé, mais ça va dépendre de ce qu'on leur a inculqué, de comment on leur a inculqué. Le meilleur moyen de savoir si votre professeur est bon, c'est de faire un cours avec lui et de voir deux choses. Ce qu'il enseigne et puis ce que cela crée chez vous. Très souvent, on aime. Il y a des cours qu'on n'aime pas, donc on n'y retournera pas. Qui est dû à ce qui est proposé. Moi, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas le forest yoga. Puis après, il y a des gens qui ne m'aiment pas moi. La façon dont j'enseigne. J'entends souvent, j'ai des amis qui sont le pile opposé de moi-même. Moi, je parle beaucoup, j'explique beaucoup. J'ai d'autres professeurs qui vont vous dire uniquement les indications de posture et puis vous laisser là. C'est un choix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il faut surtout voir ce qui vous convient à vous. Moi, je ne vais pas changer ma façon d'enseigner parce que c'est moi et que je transmets ce que je sais de cette façon-là. Donc, essayez votre professeur et quand vous l'avez trouvé, gardez-le. Parce qu'il vous convient, parce qu'il vous aide. Autre chose, c'est quand vous changez de professeur. Cela peut vous déranger. Pas physiquement, émotionnellement. Émotionnellement, changer de professeur peut être compliqué. Ah, et là on arrive effectivement sur quelque chose de beaucoup plus difficile. La souplesse émotionnelle et psychologique. C'est un peu comme, vous savez, celui qui veut toujours avoir raison. Parfois, dans mes cours, enfin même très souvent, je propose de relâcher la tête, de ne pas regarder, par exemple, quand on est, parce que c'est le plus facile, en Trikonasana, le triangle. Vous savez, on a les deux jambes tendues, le bassin qui a basculé vers l'arrière, et enfin les deux hanches qui s'empilent vers l'arrière, et puis on a une main qui est tendue vers le plafond. Et donc, une des indications du Hatha Yoga, c'est de tourner la tête pour porter le regard sur le pouce de la main qui est tendue vers le plafond. Ce qui introduit une torsion des cervicales. En forest yoga, cette torsion des cervicales, elle est bannie. C'est-à-dire qu'en fait, on demande à nos élèves de relâcher l'oreille opposée vers l'épaule qui se trouve vers le bas. C'est très difficile. D'abord parce qu'on a appris de cette façon-là. Donc il faut se déshabituer, enlever l'habitus. Et puis, surtout, c'est qu'on perd l'équilibre. Parce que le cou est un élément central de notre équilibre. Et j'ai beaucoup d'élèves qui, malgré ce que je répète tout au long du cours et cours après cours, continuent de le faire. Pourquoi ? Parce qu'émotionnellement, relâcher le cou, c'est relâcher son équilibre extérieur. Pas son équilibre intérieur, mais ça on ne le sait pas encore. Et c'est de chercher des points d'équilibre ailleurs. Le point d'équilibre ailleurs, ce sont les pieds, par exemple. C'est la main. Et c'est compliqué de changer de référentiel. Donc, psychologiquement, là, il y a un nouveau chemin, en fait, à réaliser au niveau neurologique, dans le cerveau, pour permettre à celui-ci de créer une nouvelle connexion, mais cette fois-ci cerveau-pied, par exemple en Trikonasana. Le yoga prépare, invite à
façonner de façon différente les circuits neurologiques. Vous savez, c'est comme ces personnes qui perdent par exemple l'usage d'un bras et qui après des mois et des mois arrivent peut-être à bouger le pouce. Parce que pendant ces mois et ces mois, ils ont façonné un nouveau circuit entre le cerveau et le pouce qui n'utilise plus la route habituelle, qui contourne là où il y a eu l'accident pour venir remettre du mouvement. C'est un peu la même chose. On façonne notre cerveau. Alors là, vous verrez beaucoup d'informations relatives à il faut 21 jours, 28 jours, etc. pour refaçonner son cerveau. Il faut du temps. Et puis la souplesse émotionnelle, c'est accepter que le yoga, c'est pas toujours très beau. Même un cours de yoga, c'est-à-dire qu'un mot, une posture, va mettre en place une réponse émotionnelle en soi qui... on réagit mal, on a envie de pleurer, ça nous met en colère, ça nous met grognon. Ça fait ressurgir des idées qu'on avait gentiment bien intégrées très profondément. Et pareil, votre professeur, lui, sa difficulté, ça va être de jongler avec ça. C'est difficile, c'est très difficile. Est-ce qu'il y a une école pour apprendre ça ? Je ne pense pas, il faut du temps. Il faut une certaine aptitude dès le départ. Et puis surtout, il y a un énorme travail sur soi qui est d'accepter ce qui se passe et de ne pas le prendre pour soi. Et ça, c'est difficile parce qu'on est dans un cadre purement humain. Donc j'ai eu des élèves qui ont déjà pleuré en cours avec moi et c'était pas parce qu'elles se sont fait mal, c'est parce qu'il y a quelque chose au cours de la posture qui n'a rien à voir avec moi qui se passe. La difficulté, c'est est-ce que cet élève va revenir ? Parce que c'est pas très agréable de se mettre à pleurer dans un cours. C'est dur. C'est très dur. Parce que ça nous flingue la journée, parce qu'on n'est pas bien, parce qu'il va falloir gérer cette émotion qui a ressurgi. Le yoga est une des réponses, mais elle suppose un suivi dans le temps. C'est-à-dire à la fois continuer d'aller en cours, se poser les questions, éventuellement discuter avec son professeur. Mais attention, le professeur n'est pas un thérapeute. Peut-être d'aller voir un professionnel, justement, pour être pris en charge, pour discuter, pour travailler sur cette émotion, voire l'éliminer. Voilà, c'est ça la souplesse. Et donc, se détacher des fruits de l'action, ça va être je voudrais faire le poirier. Je n'y arrive pas. Premier truc, je suis nul. Non. Il faut se détacher de fruits de l'action, c'est-à-dire vouloir absolument coller à l'image qu'on a de ce qu'est le poirier. Se laisser le temps. Souplesse physique, souplesse émotionnelle, tout ce que vous voulez, évacuer. Il faut se donner du temps. Et il faut accepter ce que l'on est. C'est-à-dire à l'instant T, je ne suis pas en capacité, dans la possibilité de réaliser cette posture. Je peux mettre en place des adaptations qui me conviennent, qui me permettront peut-être de franchir à un moment donné cette graduation. De même, dans le travail psychologique, on vous dit ça augmente le bien-être. Oui, mais ça peut aussi parfois créer un tourbillon d'émotions et pendant quelque temps, on va être dans quelque chose qui est pas joyeux. Apprendre à voir en face ce qui nous dérange et à travailler avec, c'est aussi et c'est surtout du yoga. Si vous arrivez jusqu'à l'éveil, tant mieux. J'aimerais bien, pour ma part, être un être éveillé, sans savoir trop ce que c'est d'ailleurs précisément. Je n'y parviendrai pas, j'allais vous dire dans cette vie. J'en suis sûre. Mais par contre, le chemin emprunté me convient, dans le sens où je réalise avec le temps que je suis
que c'est beaucoup plus clair dans mon esprit. Que ce n'est pas une guerre, que ce n'est pas du brouillard, hein, que je suis bien. Et que cela me convient. Et puis surtout, c'est que je vois qu'au fur et à mesure, c'est une leçon qui peut prendre du temps selon les personnes. Pour moi, ça a pris du temps. C'est justement de se détacher des fruits de l'action. Ce n'est pas parce que je fais du yoga que je vais devenir un être éveillé ou plus éveillé qu'un autre. Donc, pour toutes les personnes qui me disent « mais tu fais du yoga, tu ne devrais pas t'énerver », sachez que cela fait partie de mon chemin, que j'essaye de ne plus ressentir de l'énervement à certains moments, mais que je suis aussi un être humain et que je n'ai jamais dit que j'étais un être éveillé. J'espère que ces réflexions autour de la souplesse vous permettent à vous de réfléchir un peu plus, que vous ne soyez que pratiquant de yoga ou que vous soyez professeur de yoga, pour voir les choses peut-être un tout petit peu différemment. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à le partager auprès de vos amis, de votre professeur de yoga ou à d'autres professeurs de yoga si vous êtes professeur de yoga. Je vous promets, je ne vous ferai pas de concurrence. Le succès du podcast ne tient que à ce que vous réalisez dans le fait de repartager derrière. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits likes quand je mets la publicité sur Instagram, etc. Bref, de faire savoir que vous aimez ce podcast pour donner envie à d'autres personnes de l'écouter. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour toutes les personnes qui m'ont apporté leur soutien pendant ces petits 3 mois, j'allais dire, à vide de podcast, mais très plein pour moi et très joyeux. Hein. C'était pas l'arrêt du podcast, je l'ai pas fait de gaieté de cœur, mais j'en avais besoin, sinon c'est moi qui allais en burn-out direct. J'espère revenir dans une régularité, dans la régularité. N'hésitez pas non plus à m'envoyer des idées de podcasts. J'ai toujours 1 million de choses à raconter, mais des fois, ça part un peu dans tous les sens. Voilà. Bonne journée à vous tous. Au revoir. Vous avez aimé ? Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante: aufilduyoga@gmail.com.